Bonsoir Fabien. Bonsoir Laurence. On se retrouve ce soir pour la 76e investigation de la team Calogero-Griffasi, une investigation que tu ne connais pas, dont tu ne connais pas du tout le sujet et qui, je pense, va beaucoup, beaucoup t'intéresser. Donc, si tu es prêt, Je suis prêt. pouvoir y aller. Ok, parfait. Donc, je vais te demander de monter tes énergies au niveau fréquentiel au maximum de ce que tu peux ressentir, enfin de ce qui est bon pour toi. Je vais te demander de fermer les yeux et simultanément de prendre une profonde et ample inspiration, ainsi qu'une profonde expiration. Encore une fois, et je démarrerai le décompte de 10 à 1. Voilà, je vais démarrer. 10. Et tu vas descendre dans un état de profonde relaxation au fil de mon décompte en te centrant sur le son de ma voix et uniquement sur le son de ma voix. Tu vas descendre toujours plus profondément dans cet état parfait pour toi de transe hypnotique. 9, 8, 7, 6, 5, 4, trois, deux, un. Est-ce que tout va bien, Fabien? Oui. Très bien. Je vais compter de 1 à 3. Et à mon 3, tu viendras te connecter au mot OBE, qui signifie en anglais sortie, expérience de sortie de corps. Autrement dit, projection astrale. Quelles sont les premières informations que tu peux percevoir ou visualiser? Alors, je suis sur une scène où on voit une personne dans un lit avec, avec son double lumineux qui le regarde en face. D'accord. Est-ce que tu peux prendre un peu de perspective et puis nous dire plus précisément ce que tu observes? Oui, donc je peux voir sa partie physique qui est allongée, inerte, et une partie éthérique qui a une forme similaire, mais en lumière, qui s'étonne un peu de voir son corps en dessous. D'accord. Ok. Donc visiblement, ce serait une sortie de corps spontanée, la scène sur laquelle tu t'es projeté. Ou un hôpital, on dirait. C'est un D'accord. hôpital. Ok. Et donc, si tu arrives à prendre de l'information supplémentaire ou complémentaire, on est sur un profil, le profil de quelqu'un de malade qui n'a pas conscience de... C'est c'est quelqu'un qui est
qui est comme s'il était en salle d'opération, il est opéré en fait. D'accord. Ok, donc tu te coupes de cette scène et je vais te poser la question suivante. Alors, donc, qu'arrive-t-il au corps physique au moment d'une expérience de sortie de corps? Alors le corps physique est endormi, est complètement endormi, dans un état de relaxation très profond. On voit aucune tension, ni mentale, ni physique, au niveau des muscles, au niveau... Voilà, le corps est inerte. Mhm. Tu veux rajouter autre chose? Non. D'accord. Donc, observe la relation entre la conscience et les processus cognitifs du cerveau au moment d'une sortie de corps. Qu'est-ce que tu peux observer si on prend la scène, par exemple, vue précédemment? Oui. Alors, tout ce qui est cognitif, donc les sens, Mhm. au moment où cette partie vient s'extraire du corps physique, il y a une modification dans le terme, il y a un élargissement en fait de tous ces sens. Ils ne subissent plus la limite des organes par laquelle ils sont habituellement perçus. D'accord. Donc, si on prend par exemple les yeux, on va avoir une vision qui sera, comment dire, globale, comme si on voyait tout, on était en fait. Voilà. Tu veux On n'a dire plus, on n'a plus une vision qui va être limitée par l'organe, donc voir tout droit. Là, on voit vraiment comme si on était un globe. à 360 degrés, c'est Oui, ça? oui, de Ok. part. Ouais. Ok. Autre chose concernant les différents sens? Eh bien, Qu'en est-il du toucher, par exemple? bien le toucher n'est plus un toucher comme on se retrouve, on voit on est dans une dimension qui n'est pas physique. Le toucher n'est plus quelque chose qui est actif. D'accord. Hem, Mais est-ce qu'il y a quand même cette sensation du palpable qu'on peut ressentir lorsqu'on touche un objet? Comment la conscience perçoit-elle cette dimension kinesthésique? Là, c'est très différent. Tout est énergétique et on n'a pas besoin de déplacer les choses, en fait. C'est la conscience qui on fait une demande avec la conscience et tout de suite les choses se font, en fait. Comme pour le déplacement. On n'a qu'à l'imaginer pour le comprendre dans le sens physique. On l'imagine et les choses se font. On n'a pas besoin de, de déplacer des objets où c'est vraiment. Pourtant, on a cette forme physique qui ressemble à la forme physique, mais en lumière. D'accord. Et c'est Euh, une forme mm. vibratoire. Essaye de te positionner ou de te projeter sur une scène en tant que conscience astrale et de toucher un objet physique. Quelle est ta perception Oui, avec tes doigts? c'est comme si je passais au travers, en fait. D'accord. Donc les Et, atomes, et la matière. je n'ai plus de contrôle sur la matière, en fait. D'accord. Ok. Qu'en est-il de l'ouïe? Alors c'est pareil, donc j'entends, mais d'une manière différente, qui est plus globale, et j'ai un détail de son qui est plus pointu, comme les ultrasons qu'on ne perçoit pas normalement D'accord. à part certains animaux, mais là on arrive vraiment à percevoir toutes les subtilités des sons et même d'autres sons qui ne viennent pas de la Terre. On arrive à tout capter. D'accord. Donc l'ouïe, enfin tous les sens sont élargis au niveau de la perception, quoi. Oui. Hum, D'accord. Euh, Au moment d'une expérience de sortie de corps, est-il possible de percevoir des émotions? Oui, à ce stade-là, on peut avoir des émotions
comme la peur, par Oui, exemple, ou des choses, voilà, on a des émotions à ce stade-là. mmh, On est d'accord. au Si tu premier de stade si de conscience. Oui, si tu pouvais te projeter sur une autre scène, et te placer dans le ressenti d'une personne qui va rencontrer quelqu'un, par exemple un défunt, quel pourrait être son ressenti, sur une fréquence d'émotions positives, très positives? Ça peut être de la joie, Mhm. comme on le connaît ici. Euh, Vraiment, on a toutes ces émotions qui peuvent être là, mais l'émotion on va dire dans cette dimension peut être également créatrice. L'émotion, hum, par l'émotion, on peut se rapprocher de quelque chose, on peut retrouver quelque chose par l'émotion, le système émotif est pareil est très élargi. D'accord. Quand tu dis qu'on peut retrouver certaines choses, euh, est-ce que tu peux donner un exemple? Est-ce que tu vois quelque chose ou perçois Oui, quelque chose? oui, si je me mets dans cet état de conscience, si je vais par exemple penser à une personne défunte de ma famille, je vais me rappeler d'une émotion que j'ai eue à un moment donné dans ma vie physique avec elle, et cette émotion peut m'amener à elle directement. D'accord. Et extrêmement intéressant. Super. Comment est-il possible, de mettre en œuvre ces différentes conditions au niveau de la perception sensorielle? Bien, alors du moment qu'on est dans ce corps astral, en fait, tout est, c'est la condition normale, en fait, que tout soit élargi. D'accord. C'est la condition du corps astral. D'accord, donc c'est tout à fait normal et ça se produit de la même manière pour toutes les personnes qui vont expérimenter ce phénomène. Oui. D'accord. Est-ce que la perspective non physique a une certaine forme ou peut-elle, plutôt varier pendant une expérience de sortie de corps? Alors, comment on voit le physique à partir de ce corps-là? Hem, on n'a pas les mêmes sensations de distance, même pour les objets et de placement. Mmh. C'est un corps qui est fait pour voyager sur d'autres plans, mais il peut voyager sur le plan physique, mais il n'est pas fait pour voyager dans le plan physique. Donc, le plan physique on voit beaucoup de déformations au niveau des images, des distances, chose que ce corps-là, normalement, ne connaît pas, ce qui est la distance, ce qui est la matière. Donc, il y a un floutage des choses, oui, si on reste dans le D'accord, monde ouais. physique. Qu'est-ce qui peut éviter cette perception de floutage ou de... Eh bien, ce sera d'être dans son corps physique. D'accord, OK. Et donc, est-ce que lors d'une sortie de corps, la conscience, élargie, donc notre esprit, notre âme peut prendre d'autres formes? Oui, alors on voit le corps dans ce qu'il est. Quand il sort, il a exactement la même forme que le corps physique Mmh. au niveau du contour. Donc on voit Oui, la forme des mains. D'ailleurs, quand on se sert de ce corps, on peut regarder sa main astrale. On peut voir son corps astral en fait. Mais suivant les plans de conscience où nous allons nous rendre, il peut se modifier. d'accord. Quels seraient les critères qui pourraient générer une modification de cette forme, par exemple? Euh, Ce serait le contexte vibratoire, suivant dans quel contexte vibratoire nous sommes, s'il est élevé ou pas. Donc, il va avoir une influence sur ce corps, en fait. D'accord et donc plus on va s'élever, au niveau vibratoire, plus ce corps, est susceptible de prendre des formes différentes. Oui, et suivant si on veut aller très haut vibratoirement,
on va ressentir ce corps comme une densité, comme si on avait besoin de changer encore de corps, en fait. Ce corps astral peut se déplacer dans l'astral, mais il a lui aussi ses limites. D'accord. Ok. Et donc, plus il va s'élever dans les dimensions, plus son essence va se modifier. Et donc, quelle apparence cela peut-il prendre? Oui, alors après on voit complètement comme s'il devenait complètement lumière. Et Mhm. il perd cette forme, on va dire, les contours humains qu'il a. Donc, en fait, il change complètement de. euh, c'est difficile à expliquer parce que je n'ai pas les termes, mais il change de consistance. C'est comme si, on pourrait dire, il devient plus léger pour aller dans des sphères plus hautes. D'accord. Est-ce que tu peux percevoir les différentes sphères dans lesquelles cette conscience peut se rendre? Alors, les premières sphères la première sphère que je vais voir, alors, ce sera tout d'abord le plan physique. Ensuite, on aura un plan, une sorte de frontière entre une ligne, une sorte de ligne de front entre le physique et le monde au-dessus, le monde astral, Mhm. comme un petit peu là où on se retrouve à un moment donné, le temps euh, que, le, que le corps, d'une mort par exemple, euh, la décorporation soit complètement achevée, un état de stationnement. Et ensuite, on a d'autres. J'en vois une où on voit ce que j'appellerais des consciences qui se, voilà, qui se mouvent un peu de partout, qui se réunissent entre elles et D'accord. se réunissent. Est-ce que dans l'une de ces dimensions, on peut percevoir une dimension spécifiquement dédiée aux défunts? Oui. Alors, je pourrais définir ça comme une dimension où il y aurait une sorte un carrefour où on va venir envoyer, enfin, on va diriger les consciences par rapport à leur taux vibratoire, leur conscience. Donc, on va les envoyer dans les divers mondes de taux, suivant les taux vibratoires. Et oui, c'est ça, c'est une sorte de carrefour où on envoie une sorte de distributeur. Et par contre, d'autres restent coincés ne savant pas où ils restent sur place, comme s'ils attendaient. D'accord. Qu'est-ce qui, quels seraient les critères pour qu'ils puissent changer de direction à partir de ce carrefour? Alors, ceux qui restent coincés dans ce carrefour, c'est ceux qui sont en état de mort. Donc, ce ne sont pas des voyageurs. C'est simplement des personnes qui n'acceptent pas, qui n'ont pas conscience qu'ils ont quitté leur corps physique. En fait, ils restent coincés. Mm. C'est le temps qui les accepte, en fait, que leur corps est dissocié. D'accord. Donc ça peut prendre un certain temps, ça peut prendre Et alors, selon chaque personne. il n'y a pas de notion de temps, mais je vois des choses très lumineuses qui viennent comme les entourer un peu pour je ne vais pas dire pour leur parler, mais comme s'ils les recouvraient d'une énergie pour leur faire comprendre les choses. D'accord. Et ces énergies que tu peux percevoir, elles te font, tu arrives à avoir une forme, avoir un corps éthéré. Oui, alors il n'y a pas de forme à proprement dit comme on connaît, mais comme une espèce de manteau de couleur blanche, brillante, qui vient s'enrouler autour. C'est vraiment une danse de lumière. D'accord. Est-ce qu'on pourrait appeler ça des guides ou ça n'a rien à voir? Alors, le mot guide, je pense qu'il est utilisé par certains, mais là, c'est vraiment moi, je le dirais plutôt comme des consciences très hautes qui descendent dans les sphères plus basses pour venir accompagner D'accord. ces consciences. Oui. Donc c'est leur travail en fait d'essayer de guider, de faire prendre conscience à certains défunts qui n'ont peut-être pas ce niveau de conscience. Oui, De- c'est comme si
Pardon. les consciences qui venaient de ces sphères supérieures, ils ont tous ce rôle en fait de venir accueillir. D'accord. Tout à fait fascinant. Tout à fait fascinant. Hem, alors, quelles conditions sont nécessaires pour pouvoir vivre, une expérience de sortie de corps? Alors, il y a plusieurs possibilités. On va avoir des sorties volontaires, donc par un travail qui est effectué entre le corps physique et je dirais, le corps physique, le mental et la conscience. Ces personnes-là vont être capables de faire croire au corps physique euh, que tout est endormi, le corps croit qu'il dort, donc à partir de ce moment-là, il va libérer ce corps astral qui pourra s'échapper du corps physique, donc par un travail. Après, on a, sur le cas d'un choc très violent, le corps physique se met dans une sorte de court-circuit en fait. Il y a un court-circuit qui se passe, je vais appeler ça un court-circuit, et le corps est expulsé un petit peu comme si on appuierait sur quelque chose, comme si on prendrait un savon dans les mains, on serrait le savon et plouf, ça 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 sort. c'est expulsé, oui. Comme Donc voilà, le corps croit qu'il est mort, donc il expulse, il entame ce processus jusqu'à quand d'ac il réalise qu'il n'est pas mort. d'accord et donc ce choc, ça peut être un accident mortel ou tout simplement une expérience de mort imminente? Oui, ça peut être ça, mais ça peut également être au-delà du choc physique et d'une mort, d'une mort, voilà, qui, le cœur qui s'arrête. Ça peut être aussi un fort choc émotionnel. Une personne qui va apprendre quelque chose qui pourrait la toucher émotionnellement. Il y aura aussi cette réaction. D'accord, mais alors qu'est-ce qui se produit? Est-ce que tu peux percevoir si la conscience supérieure réintègre le corps physique à un moment donné? Oui. Alors, à un moment donné, donc le corps est expulsé parce qu'il croit qu'il est mort, mais en fait, il y a on a un fil entre qui relie les deux corps et qui permet de donner l'information au corps physique que, en fait, il n'est pas mort. Donc, normalement, le corps vient se réintégrer dans le corps physique, le corps astral. D'accord. À quel moment? C'est différent selon les personnes, j'imagine? Oui, suivant le choc qui a été établi, donc c'est très aléatoire. D'accord. Donc quelles sont les conditions nécessaires pour vivre une expérience, de sortie de corps? Bien, soit un contrôle volontaire ou Si on prend l'exemple d'une personne qui va vouloir le faire volontairement. oui, les conditions. Déjà, on va dire que c'est une personne qui a réussi à travailler le contrôle de son mental. Euh, D'accord, donc le contrôle du mental et en même temps l'apaisement physique. Donc il y a quand même un certain cheminement à faire intérieur pour arriver à ça. d'accord, Il faut être délié de toutes ces émotions d'accord, qui qui verrouillent. pourrait venir peser sur la capacité de s'extraire du corps physique, c'est ça? Oui, le tout, c'est juste d'être capable de tromper le corps. Le corps, par nature, en fait, lui, son fonctionnement est naturel, mais du moment qu'il est endormi, je peux voir une personne qui dort et pendant la nuit, en fait, son corps est normalement expulsé et on le voit flotter au-dessus de son corps physique. Donc c'est ce qui arrive la nuit. Donc le corps astral baigne dans l'astral pour récupérer des informations, pour D'accord. se recharger. Est-ce que le corps astral a besoin d'une forme d'énergie, voilà, pour faire ses voyages dans les différentes dimensions? Lui-même, le corps astral, il dépend beaucoup, enfin ça, euh,
la manière dont il va être en énergie, ça dépend beaucoup de l'état physique du corps. D'accord. Vraiment, si le système énergétique du corps est en très bonne forme, le corps astral va être renforcé. D'accord, donc si je te suis, tant que le corps physique, fait le nécessaire, au niveau de son voilà, de son entretien, voilà et il aura cette possibilité, cette capacité de le faire en conscience et même de le Oui, provoquer à volonté. oui. Voilà, ça n'a pas c'est pas la conscience, à proprement parler qui va décider de s'extraire, Mais disons que la conscience peut décider de s'extraire, mais si le corps n'est pas, le corps en fait, si lui, le corps manifeste des symptômes de fatigue, il va envoyer des signaux de fatigue en fait, et donc il ne sera pas dans un état de relaxation complète. Et d'accord, comme cet état de relaxation complet n'est pas là, euh, le, le système ne peut pas se mettre en, voilà, en en place, évidence. oui. Oui. Est-ce que tu peux percevoir à quelle dimension appartient le corps, de la conscience qui s'extrait? Et il appartient à la dimension astrale, donc D'accord. un Bien peu le au-dessus du corps soleil. astral, le corps éthérique, c'est ça? Oui, donc Ok. c'est ça. Euh, donc, est-ce que l'espace et le temps peuvent être transcendés au moment d'une expérience de sortie de corps? Oui, complètement. C'est un corps qui n'est pas soumis au temps, à la distance. En fait, lui, il peut vraiment se déplacer où il le souhaite. Il n'est pas, ça ne fait pas partie de ses lois, le temps et la distance. D'accord. Donc, tu me confirmes bien que en dehors de de la matérialité de notre Terre et de notre corps physique, la dimension de temps et d'espace, elle n'existe plus. Non, le temps et la distance, c'est juste pour donner des limites au corps physique, en fait, pour pouvoir le faire, pour qu'il ait des limites, qu'il expérimente ce monde physique. D'accord. Et donc, est-ce qu'une conscience astrale peut se retrouver simultanément sur différentes dimensions de temps? Oui, Et si oui, complètement, complètement, oui. comment s'y prend-elle? Eh bien, c'est simplement par la projection. C'est-à-dire, il suffit de vouloir être à tel moment ou à tel endroit, instantanément, elle y est. Mais où elle est, dans ce monde astral, elle est déjà sur toutes ces dimensions de temps, en fait. C'est comme si le temps était étalé. euh, c'est comme si en même temps, elle pouvait venir voir le monde physique sur plusieurs années en même temps, en fait. Il n'y a pas cette limite, en fait. On est vraiment hors de ça. C'est la pensée qui va déterminer la ligne temporelle sur lesquelles une conscience éthérique peut se retrouver simultanément. Oui, si elle décide d'aller à un moment donné, en termes de temps terrestre, elle y sera instantanément. D'accord. OK. Et donc, comment peut-on expliquer le fait qu'on puisse se retrouver sur des lignes de temps futures? Parce que le passé et le futur, nous qui vivons dans un espace-temps qui va d'un point A à un point B, on a cette notion d'avancée. Sur les plans astral, il n'y a pas en fait, on ne vit pas cette avancée en fait, on y est tout simplement. D'accord. Y a-t-il des différences entre faire un rêve lucide et ce phénomène d'expérience de sortie de corps? Alors, la sortie de corps, on va être avec notre corps astral, on va être très mobile en fait, on va se déplacer où on le souhaite. Il y a vraiment une très grande fluidité à se déplacer comme si on avait un corps physique, mais qui ne l'est pas, mais on va se déplacer avec son identité dans ce monde astral.
Le rêve lucide, comme je le perçois, je vois une sorte de... C'est une projection euh, à un endroit programmé. En fait, voilà, on vit une scène qui est là avec la conscience réveillée. D'accord. Est-ce que au moment d'un rêve, euh, une, une- une- une conscience, une- au moment d'une sortie de corps dans un rêve, est-ce qu'on peut convoquer des personnes qu'on connaît? Alors, si on parle des défunts, on pourra aller se rendre auprès des défunts qui nous sont accessibles suivant le plan vibratoire. Si vibratoirement on a des vibrations qui sont très hautes, on pourra se rendre dans des sphères très hautes où certains de nos défunts ont pu se rendre par rapport à leur taux vibratoire. Par contre, si nous n'avons pas ce taux vibratoire qui est élevé, on ne pourra pas aller voir ces personnes-là qui est dans un taux vibratoire au-dessus de nous. On pourra aller D'accord, pour tout ce qui est en dessous, mais pas ce qui est au-dessus. d'accord. Est-ce que tu peux percevoir quelqu'un qui est en phase de rêve, donc un rêve classique, euh, et qui est visité par différentes formes d'autres consciences qui sont également, elles, en sortie de corps? Qu'est-ce que tu peux voir comme situation différente? Hum, la différence ou s'ils rentrent dans le rêve. Non, c'est des personnes qui rentrent dans un rêve. Si tu prends un exemple, voilà, parmi une situation que tu vas observer, Oui. à mon 3, Alors, à moins que tu sois déjà. non, tu peux compter. Allez, un, 2 et 3, tu te projettes sur une situation d'un rêve, une personne qui rêve, et de voir quels sont les types de Oui. conscience qui se manifestent dans ces rêves. Alors, quand donc on est en phase de rêve, on va dire normal, on a ce phénomène où le corps physique est endormi et le corps astral est à 20-30 centimètres ou même 40 ou 1 mètre, suivant les personnes, au-dessus du corps physique. Donc, elle est comme un capteur, donc elle peut capter des choses qui vont se passer dans ce monde astral sans s'y déplacer. Donc, le corps sera en stationnaire. Donc, si des personnes qui sont en sortie de corps, on va dire mobile, où ils se déplacent dans l'astral, ils peuvent venir interférer avec cette personne qui rêve. D'accord. Est-ce que d'après ce que tu vois, il s'agit plutôt de personnes connues de cette personne ou des inconnus? Ben, là, sur la scène, c'est quelqu'un qui pratiquerait volontairement la sortie astrale, qui viendrait rendre visite à quelqu'un qui ne pratique pas la sortie astrale pour lui faire un signe dans son rêve. D'accord, mais c'est donc des gens qui se connaissent. Oui, mais l'autre est possible aussi. D'accord. Ok. Euh, donc, existe-t-il des différences entre une sortie de corps spontanée et une sortie de corps recherchée? Non recherchée, pardon. Alors oui, la sortie de corps spontanée, c'est vraiment c'est décidé. Donc c'est un travail qui est fait. On vient vraiment maîtriser tous les aspects du mental, la conscience pour pouvoir déclencher ce phénomène. Certaines personnes sont d'ailleurs, on va dire, ils ont cette fonction naturelle de pouvoir sortir de leur corps facilement, alors qu'une sortie de corps non voulu, ça serait plutôt lié à soit un moment où où on va dormir et elle va sortir toute seule par mécanisme, ou par un accident ou un choc. D'accord. Si on prend l'exemple d'une personne qui a cette capacité de s'extraire de son corps physique depuis l'enfance, par exemple, depuis toujours, euh, qu'est-ce que cette personne a de plus au niveau physique ou éventuellement au niveau de sa conscience supérieure qui va le lui permettre? Alors,
ce que je veux voir, c'est que ces personnes qui ont les grandes facultés à sortir, ne serait-ce qu'en s'asseyant quelque part et en quelques secondes sortir de leur corps. Donc ils seraient innés, c'est des personnes qui ont eu des incarnations uniquement, pour la plupart, dans l'éther. Et D'accord, ils viennent s'incarner physiquement, euh, comme pour être des guides, montrer des choses, apprendre des choses et aller chercher des informations dans l'astral à partir de leur corps physique. d'accord, donc ils ont une mission. Oui, D'accord. Est-ce que ces personnes sont nombreuses en termes de proportion non, c'est moins de 6%. D'accord. Donc Fabien, maintenant on va prendre une situation tout à fait particulière. Je vais te demander d'appeler à toi une conscience supérieure d'une personne qui est dans le coma à mon 3. 1, 2, 3. Et donc de lui demander comment, comment cela fonctionne pour quelqu'un dont le corps physique est immobile et complètement endormi ou en tout cas dans le coma. D'accord. Alors, on voit donc le corps, on voit le corps qui est endommagé au niveau des organes. Et il empêche en fait la partie éthérique en fait de se remettre en place dedans, où elle est déboîtée, Oui, mais elle ne se remet pas complètement dedans, donc les fonctions moteurs ne peuvent pas reprendre. On n'est ni vraiment dans le corps éthérique, ni vraiment dans le corps physique. d'accord. Par, par contre, il n'y a pas mort parce que les corps sont encore reliés par ce fil en fait Corde d'argent. oui, qui signifie en fait qu'il y a une sorte de libération vers le monde qui est astral. Ce D'accord. cordon qui sert de porte en fait, de portail entre ces deux mondes, notamment si on peut prendre l'image à la naissance, on vient couper le cordon d'un bébé pour voilà, qui passe du monde astral au monde physique. Et pour quitter ce monde, eh ben, c'est pareil, on va couper cette fois-ci le cordon astral pour qu'il reparte dans le monde astral. Donc c'est une porte en fait, ce cordon, Un portail. C'est tout à un fait portail. passionnant. Ouais, tout à fait passionnant. Est-ce que tu peux percevoir d'autres choses concernant cette personne dans le coma sur voilà, quelle est la fonction de sa conscience supérieure qui reste bloquée à l'extérieur comme ça? Est-ce par moment, elle rentre de nouveau dedans ou elle... Non, elle n'arrive pas en fait à rentrer dedans. Elle n'est pas vraiment rentrée, elle n'est pas vraiment sortie. Elle est vraiment, Dans un elle- entre-deux? oui, dans un entre-deux, mais entre le physique et ce monde éthérique. Et il y a vraiment voilà, c'est donc elle n'a ni ses fonctions physiques, ni vraiment ses fonctions dans l'astral. Donc c'est comme si elle était elle-même aussi en quelque sorte dans un coma, Oui, la conscience supérieure oui, bloquée. elle est bloquée en fait. Voilà, elle est bloquée. Donc quelque part, n'importe comment, la conscience supérieure, dans ce mode tout à fait particulier de sortie hors du corps, elle est quand même toujours le reflet du corps physique, quelque part. Oui, elle est toujours le reflet du corps physique, oui. Mais Dans vraiment, ses, après, dans certaines de ses limitations, dans certains de ses handicaps. oui, mais aussi, pendant que je te dis ça, je vois que suivant on voit les communs ne sont pas tous les mêmes. On voit où, par moment, suivant les personnes, la partie éthérique pourrait des fois se dégager à des moments et revenir. Donc c'est assez aléatoire. On ne peut pas faire une généralité vraiment sur tous les comas, comment ils sont. Donc certaines personnes peuvent se réveiller d'un coma, par exemple, en ayant des souvenirs d'avoir voyagé. D'accord. Est-ce qu'on peut prendre un exemple différent, alors peut-être, et de nous montrer et d'appeler à nous une conscience supérieure qui
d'une personne dans le coma qui a l'habitude de voyager dans l'astral très très haut. À mon 3. 1, 2, 3. Oui. Donc, sur ce cas-là, la personne est dans le coma. Elle est dans le coma, mais son corps est dans l'astral. Donc, il voyage dans l'astral, alors dans des sphères qui lui sont autorisées. Mais on voit d'un côté, il voudrait partir, mais il est toujours retenu par ce cordon parce que son corps physique n'a pas cessé en fait de fonctionner. D'accord. Ok. Tant qu'il y a de la vie dans un corps physique, ce cordon ne se décrochera pas. Voilà, le cordon en fait vient se sectionner au moment où le corps n'est plus actif. D'accord. Ok. Et donc, quel est le rôle de la conscience supérieure dans un coma profond comme ça d'une personne si elle peut plus rentrer à l'intérieur? Eh bien, elle est entre deux en fait. Pour certaines, elles aimeraient partir, prendre leur chemin, on pourrait appeler ça leur chemin de lumière, continuer Mm. leur ascension. Et d'autres, c'est comme si elles avaient peur, elles voudraient re-rentrer dans leur corps physique. C'est vraiment D'accord. Est-ce qu'il y a des suivant. contacts? Est-ce que ces consciences supérieures ont des contacts avec d'autres consciences supérieures lorsqu'elles sont à l'extérieur? Elles peuvent, oui, avoir des contacts, avoir des informations notamment. Et il- pour certaines personnes, le coma peut être quelque chose qui est dans le cheminement de la personne. C'est comme si pendant cette période de vie où elle est dans le coma, la conscience allait se relier euh, dans l'astral pour prendre des informations. Et c'est pour ça qu'au moment où la personne sort du coma, elle peut être impactée en fait émotionnellement et sur sa manière de voir les choses après. D'accord. Donc, il peut y avoir tout un cheminement en fait d'évolution. Complètement. D'accord. Ok, tu te déconnectes, Fabien, de cette scène. Un, 2 et 3. Tu te déconnectes. Ok. On va prendre une autre situation. Donc, des personnes. Tu vas prendre l'exemple d'une personne classique, qui a l'habitude de sortir et qui maîtrise tout à fait le process de sortie astrale et qui va se rendre dans un lieu tel que Shambhala. À mon 3. 1, 2 et 3. Est-ce que tu peux appeler à toi une personne qui a l'habitude de se rendre dans cet endroit? Alors c'est une personne qui me dit aller dans des sphères supérieures. Alors elle n'a pas conscience de ce nom Shambhala, D'accord, mais elle se rend dans des sphères supérieures, oui. d'accord. Et qu'est-ce qu'elle peut percevoir? Qu'est-ce qu'elle peut te transmettre comme information de ce qu'elle peut ressentir ou voir, percevoir de ces lieux? Alors plus plus elle me dit qu'elle va aller chercher au fin fond de ces lieux haut vibratoirement, c'est comme si le corps devenait de plus en plus léger et de moins en moins dense. Et c'est comme si on allait au final dans une espèce de conscience globale. On rentrait dans une D'accord, sorte de, on dirait un univers, mais comme si c'est un cerveau avec tout son réseau électrique. En fait, c'est comme si on venait se reconnecter avec ça. d'accord. Est-ce que ça a un lien avec le grand tout? Oui, complètement. D'accord, donc, C'est le lieu de, c'est chez nous, je vais dire, c'est là où nous venons. d'accord. Tout va bien, Fabien? Au Oui. niveau des ressentis, tout est OK? Ah, OK. Est-ce que cette personne c'est donc une personne qui n'a pas conscience de se rendre dans ces endroits-là, mais qui le fait régulièrement, c'est ça? elle va dans cette direction. Elle va dans cette direction, mais elle est arrêtée au bout d'un moment à cause de ce cordon. En fait, on n'autorise pas à aller plus loin. D'accord. OK. Donc il y a une limitation qui est liée à l'élévation du niveau de conscience, c'est ça? On a deux limitations. On a celle du niveau de conscience et on a aussi le fait, pour avoir accès,
sommes-nous morts ou non? Si nous ne sommes pas morts, il y a un moment où le cordon, c'est comme s'il avait le rôle de nous arrêter en fait. D'accord. Donc, ce fameux lieu que certains appellent Shambhala, qui visiblement semble représenter le grand tout, il n'est accessible qu'aux personnes physiquement décédées. Décédé et très haut vibratoirement. D'accord. Quand tu dis très haut vibratoirement, à quel type d'être ou de conscience fais-tu allusion? Est-ce que tu peux les percevoir ou au moins visualiser quelque chose qui nous éclairerait à ce sujet? Alors pour nous, c'est ce qu'on pourrait appeler euh, les personnes qui ont des hautes élévations spirituelles, donc que ce soit des guides spirituels, des consciences incarnées pour aider l'humanité. Donc au moment de leur décès, ils viennent reprendre leur place dans ce grand tout, ils reviennent réintégrer ce lieu directement. D'accord. Est-ce qu'on a des noms? Non, je n'ai pas de nom. D'accord. Très bien. Alors j'ai encore quelques questions. Euh, au niveau de, tu as parlé tout à l'heure du cordon d'argent. Comment est-ce que tu le perçois? Comment le visualises-tu ou que ressens-tu à ce sujet? C'est très fin, on pourrait dire on pourrait comparer ça à un fil de pêche, mais avec de la matière astrale, donc quelque chose de très qui peut s'étirer à volonté, mais en même temps qui est incassable oui, c'est argenté, c'est brillant, c'est même pas argenté en fait, c'est comme si c'était éblouissant en fait ce Lumineux, corps. c'est ça? Voilà, lumineux Mm. et très fin en même temps. C'est c'est D'accord, vraiment c'est la porte entre la vie et la mort. d'accord. C'est tout à fait intéressant. J'aimerais revenir sur la partie qui concerne le rêve. Euh, et savoir si d'autres types de conscience peuvent venir nous visiter au moment des rêves, si nous-mêmes nous sommes en sortie de corps. Euh, donc si nous sommes en sortie de corps, euh, du moment que notre corps est relié, euh, les consciences ne peuvent pas venir en fait dans notre corps physique. C'est ce que tu me Oui, demandes. c'était la question, oui, oui, oui. Non, le corps physique, on pourrait dire, ne peut pas être squatté. Alors, enfin, on ne peut pas prendre ses fonctions. Par contre, il peut être interféré. Pendant que la personne est en sortie de corps? Pendant que c'est plutôt la partie qui est en sortie de corps qui, elle, va être interférée suivant où elle se rend. Si elle va dans des lieux qui sont très bas, elle peut être touchée par des parasites et ramener ça en fait avec elle dans son corps physique. D'accord. Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe entre le fait d'être en capacité de faire une sortie de corps, donc c'est-à-dire d'avoir un taux vibratoire relativement élevé et de se retrouver dans des bas astrales et être interféré par des parasites? Oui, parce qu'en fait, avec, après, voilà, c'est au niveau du taux vibratoire, mais notre taux vibratoire nous permet de descendre en fait dans des, voilà, dans Dans des des taux dimensions qui plus sont basses, ouais. plus bas. Et je vois certaines personnes qui font des sorties de corps, mais qui ne sont pas, ça va les concerner, qui ne sont pas très haut vibratoirement, mais qui peuvent sortir, mais quand ils sortent, ils se rendent toujours dans des lieux qui sont plutôt, comment on pourrait dire, bas Sombre. et, et sombres. Donc c'est des personnes qui sont, même dans leur élévation, qui ne sont vibratoirement pas très haut. Donc en fait, ils naviguent là-dedans et ils viennent avec leurs émotions, ils viennent avec, voilà, donc ça peut, par ce biais-là, en fait, Donc ce serait plutôt le type d'émotion qui va générer un voyage dans des bas astrales. oui, par exemple, quelqu'un qui commencera le voyage astral, qui va être pris de panique, il peut se retrouver, en fait, dans ce genre de lieu. D'accord, ok. Qu'en est-il des personnes qui pratiquent des méditations
spécifiques qui visiblement génèrent des sorties de corps programmées. En général, c'est programmé, hein, et qui se retrouvent dans les rêves des gens pour leur voler ou leur absorber de l'énergie sexuelle. Est-ce que tu peux observer quelque chose à ce sujet-là? Oui, donc ils vont utiliser le système de sortie astrale pour venir, en fait, avec leurs ADN humains, venir interférer un humain le trompant ou sur de l'émotionnel. Donc ça sera directement où il va essayer de créer un contact qui peut paraître amical ou simplement vibratoire et il utilisera en fait ce contact pour lui prendre de l'énergie. Oui. D'accord. Et lorsque tu restes dans le visuel uniquement, hein, absolument pas dans l'émotionnel, donc tu te déconnectes de toute émotion, juste pour percevoir et prendre de l'information. Une personne qui se prête à ce type de pratique, est-ce que lorsqu'elle, justement, quand elle a ces contacts avec des personnes qui sont endormies et qui rêvent, est-ce que ce sont des personnes qu'elle connaît ou euh, elles sont prises au hasard? Non, les deux cas peuvent être possibles, hein, c'est pas une limitation. Mais par contre, généralement, ils vont toujours se diriger vers des personnes qui sont faibles au niveau des défenses psychiques. Psychique, d'accord. Est-ce que ces ponctions d'énergie sexuelle servent directement aux personnes qui pratiquent ou est-ce que ça va alimenter d'autres entités, d'autres énergies ou d'autres formes de conscience? En fait, eux-mêmes sont déjà interférés. Eux-mêmes sont déjà interférés, donc sans s'en rendre compte, ils agissent en fait pour le compte Type d'autres entités. d'entité. Oui, parce que l'humain, par essence, n'a pas besoin d'énergie sexuelle d'un autre humain, mais Oui, par contre, il peut servir d'outil. Donc, d'ailleurs, ces mêmes consciences peuvent utiliser directement une conscience défunte pour servir euh, de pont en fait entre la personne qu'elle va interférer et cette conscience. est-ce que c'est les cas les plus fréquents de passer par un défunt qui va servir de pont ou d'appât? C'est plutôt de pont ou plutôt d'appât? Alors, le- cette conscience qui généralement ne sera pas humaine aura une facilité plus grande à tromper en fait cette conscience qui est décédée, qui est perdue en fait, qui va errer dans l'entre-deux. Elle va lui promettre, par exemple, de continuer son chemin vers la lumière, mais pour ça, elle va lui demander une sorte de travail. Et donc, la conscience n'ayant plus de corps physique, elle va accepter. Et après, elle viendra toucher donc la personne en question. D'accord. Et est-ce que tu peux percevoir quel type d'entité ça va venir alimenter en termes d'énergie au niveau le plus haut, hein? On a toutes les entités, humanoïdes, insectoïdes, reptiloïdes. D'accord. Donc, visiblement, tout type d'entité peut être amené à utiliser ce process, ce leurre, cette forme de leurre pour obtenir satisfaction. Oui, c'est très simple. D'accord. Ça n'est pas uniquement destiné à des entités supérieures de type Non, humanoïde. non, du tout. Très bien. Très bien. Ok, donc moi, je pense que j'ai terminé. Fabien, donc là, tu te déconnectes des dernières situations que tu as pu voir, percevoir, expérimenter. Et si tu as quelque chose à rajouter, une information peut-être que j'aurais oublié de questionner, Non. c'est bon, donc on peut revenir si tu le souhaites, si tu es d'accord. Oui. Très bien. Donc Fabien, je vais compter de 1 à 5 et quand j'arriverai au chiffre 5, tu seras en pleine possession de tes moyens et tu pourras ouvrir les yeux. Donc je débute par le 1. Donc voilà, tu vas faire circuler les énergies, te déconnecter de tout ce que tu as pu visualiser, percevoir, observer, ressentir. Tu te déconnectes complètement de tous et de tout
et tu vas revenir dans l'ici et maintenant, Fabien, en 2021, faire circuler les énergies, faire circuler la lumière dans chacune de tes cellules et faire remonter ton champ fréquentiel à un niveau parfait pour toi que tu choisiras. Vraiment 2. Tu reviens dans l'ici et maintenant, tu fais circuler ces énergies. 3. Tu peux commencer à reprendre possession de tes moyens, voilà, de chacun de tes muscles, à faire circuler toute l'énergie nécessaire. 4. Tu peux commencer à bouger les extrémités, voilà, les pieds, les mains, à ton rythme. Et 5. Quand tu seras prêt, tu pourras complètement ouvrir les yeux et être à nouveau complètement présent dans l'ici et maintenant. Bonjour Fabien, Bonjour. ça va? Oui, merci. Franchement, fascinante hein, les informations que tu as pu recueillir. Merci. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée à tout le monde. Au Au revoir. revoir. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso. Ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no.
in alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No. Sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca, né naso, né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri, o gli animali, gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi, e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza
proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e chi più ne ha chi più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze, perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio, che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni, perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore
riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi. Come? Per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione
Per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure. Ciao.